qu'avec un petit café, tout s'arrange. Voilà, bien, nous allons pouvoir reprendre. Je reviens donc à Jean Buridan. Si on parlait en termes contemporains, on dirait que c'est le plus grand philosophe français du XIVe siècle. C'est un Picard, en fait. Donc, c'est pas tout à fait la France du point de vue académique, puisque vous savez que les nations étaient distinguées. Mais de telle façon qu'au fond, quand on se demande vraiment qui serait le grand philosophe français du XIVe siècle, on aurait beaucoup de mal à répondre, et même du Moyen-Âge, à dire vrai. Mais si on entend par là quelqu'un né dans l'Île-de-France, à Paris, non, il n'y a pas grand monde. En tout cas, Buridan. Alors, la relation de Buridan à la censure est complexe. Il enseigne à Paris, donc, dans les années 1330-1350. À l'époque, la mesure de 1277, relativement antérieure, n'a pas perdu de son actualité. Aristotélicien, commentateur d'Aristote, recteur de l'université, ou plutôt de la faculté des lettres de l'université de Paris, en 1328 et 1340, chaque fois et statutairement, pour de courtes périodes renouvelables tous les 3 mois. Buridan doit accorder les thèses intellectualistes donc d'Aristote, tout le pouvoir à l'intellect, avec les exigences volontaristes de la commission parisiano-épiscopale de feu Étienne Tempier. Donc alors le volontarisme, un mot sur ce volontarisme. Il faut d'une manière générale se méfier des ismes, tout le monde le sait et le dit. Alors on va se méfier, mais ce n'est pas ce lieu commun que je souhaite souligner à présent. Je préfère dire qu'un des paradoxes du dossier de 1277, de cette liste de prohibition des 219 thèses, un des paradoxes du dossier de 1277, c'est qu'en un sens, si vous voulez, la liberté, paradoxalement, campe sous la tente du censeur. Il y a bien longtemps, en 1991, dans un livre qui s'intitulait « Pensée au Moyen-Âge », j'ai, en 1991, donc dans « Pensée au Moyen-Âge », célébré, en termes mesurés, quand même, la fonction heuristique, et c'était un point important, productive et contre-productive de la censure, ouvrant par là un débat qui dure encore. Cet éloge historique du censeur n'était pas un éloge philosophique de la censure, mais c'était tenter d'en relever, sans les mesurer intégralement, puisque c'est un travail qui reste encore largement à faire, mais c'était tenter d'en relever les effets imprévus d'une censure, d'une prohibition officielle. C'était c'était tenter d'apprécier positivement le rôle de la censure, n'est-ce pas, d'en saisir la contribution indirecte à la vie philosophique. Alors, donc, il est très important de regarder les condamnations dans l'histoire de la pensée, et je dirais la même chose par la suite de l'histoire des hérésies, l'hérésiologie. En tout cas, est-ce que vous voulez comprendre la relation du vouloir et du faire, de l'agir, sur le long terme
Bien, bon, le premier conseil, n'est-ce pas, en tant que médiéviste, ça serait de dire, eh bien, ouvrez un manuel de théologie. Apprenez les mots du passé supposé révolu, et même révolu. Trouvez ce qu'on oublie ou ce qu'on a oublié. Déceler ce qu'on a fui ou dont on s'est écarté. Ranimer ce qu'on a étouffé. Et en somme, renouer avec l'histoire réelle. Et même, le cas échéant, et ça vaut pour tout le monde, y compris pour moi, réapprenez le b.a.-ba de l'histoire de la théologie. L'obsession anti-pélagienne qui travaille conceptuellement le christianisme s'efforce au long des siècles de découpler, de séparer rectitude du jugement et droiture de la volonté. Dans l'état d'extrême inculture théologique, voire d'inculture tout court, qui est le nôtre, la crise pélagienne n'a plus de sens. Pour les médiévaux, elle n'était pas révolue. Les pélagiens, ceux qu'on taxe de pélagianisme, tiennent pour la raison. Leurs adversaires, les adversaires des pélagiens et de Pélage, tiennent pour la liberté qui seule rend responsable, donc coupable, eût dit Nietzsche. Et je vous invite à repenser au texte célèbre du Crépuscule des idoles. Toute l'ancienne psychologie, la psychologie de la volonté, n'existe que par le fait que ses inventeurs, les prêtres, chefs des communautés anciennes, voulurent se créer le droit d'infliger une peine, ou plutôt qu'ils voulurent créer ce droit pour Dieu. Les hommes ont été considérés comme libres pour pouvoir être jugés et punis, pour pouvoir être coupables. Par conséquent, toute action devait être regardée comme voulue, l'origine de toute action comme se trouvant dans la conscience. Commentaire, par quoi le faux monnayage in psychologis, par principe, était fait principe de la psychologie même. Donc vous voyez cette thèse centrale, les hommes ont été considérés comme libres pour pouvoir être jugés et punis, pour pouvoir être coupables. Alors, évidemment, la chose mérite qu'on y revienne, c'est le point d'orgue, en tout cas de l'histoire de la triple superstition, Seelenaberglaube, Subjektaberglaube, Ich-Aberglaube, superstition de l'âme, superstition du sujet et superstition du moi, par laquelle j'avais inauguré, c'est quasiment les premières phrases de cet enseignement, le 6 mars 2014, il y a un an, je voudrais faire devant vous l'histoire d'une triple superstition. Eh bien, à cela, il faut ajouter la superstition de la conscience, qui est en quelque sorte forgée pour que, précisément, l'homme considéré comme libre puisse être jugé et puni, c'est-à-dire susceptible d'être considéré comme coupable. Libre pour être coupable. Voilà la thèse de Nietzsche. Alors, nous y reviendrons lors de la dernière séance. En attendant, notons simplement cela, s'en prendre à la raison pour libérer la volonté. Voilà le choix. Le choix est là, il est sur la table en 1277 et ensuite dans cette espèce de polémique anti-pélagienne
continué au long des siècles et qui se continue en 1277, en 1300, 1350 et au-delà. Le choix est sur la table. Le choix est le suivant. Est-ce que la volonté doit obéir à l'intellect? Donc la question est ancienne. Et en 1777, elle n'est pas seulement ancienne, elle est brûlante. Et je dirais qu'en 1330, à l'époque où enseigne Buridan, elle a été tranchée par le magistère, par l'autorité, par l'évêque de Paris. Mais tranchée magistériellement, ça ne veut pas dire résolue philosophiquement ou théologiquement. Donc, écoutons un peu le censeur, le point de vue du censeur. Puisque la censure, disais-je, a une fonction heuristique, une fonction de recherche dans le domaine de la pensée. Le censeur fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, voyons ici. D'aucuns subordonnent la rectitude de la volonté à celle du jugement. Volonté droite suppose jugement droit. Cela paraît raisonnable. Si la raison est droite, la volonté sera droite. Eh bien, que dit le censeur? Ça a l'air tout à fait raisonnable, mais c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Et cela donne précisément la proposition condamnée numéro 130 dans la liste de Tempier. Car si, du fait que la raison est droite, la volonté était droite, si ce principe était valide, admissible, eh bien, dit la commission et l'évêque, disent la commission et l'évêque, la grâce ne serait pas nécessaire à la rectitude de la volonté, mais seulement la science. Donc la condition de la rectitude de la volonté serait exclusivement la science, le savoir, le jugement droit, et pas la grâce. Et dire cela, dire que seulement la science est condition de la rectitude de la volonté, eh bien, dit Tempier, c'est l'erreur de Pélage. Aristote ou la grâce, voilà, c'est le choix. Pélage ou la vérité, voilà le choix. Pélage, vers 350 pour la naissance, mort vers 420. C'est vieux. Et l'erreur de Pélage est encore vivante comme erreur, à condamner dans l'esprit d'un évêque en 1277. Vous voyez ce qu'est la longue durée. Donc, Aristote ou la grâce, Pélage ou la vérité, beau sujet de pendule, comme disait un de mes amis. Bon, il ne manque que pour la cheminée, il ne manque que le troisième larron, puisqu'il y a un troisième larron, c'est Augustin. Et pourtant, il faut faire face quand on est Buridan, quand on est un professeur, si je puis dire, payé très mal d'ailleurs, pour commenter Aristote. Il faut faire face quand on explique Aristote, il faut faire face à tout. Et eh bien, c'est ce que fait le philosophe Buridan, maître Essart de l'Université de Paris, qui n'est pas devenu théologien. Le philosophe Buridan, le recteur Buridan, eh bien, le recteur Buridan fait face dans ces années 30, contrairement à d'autres, pendant qu'il est recteur, d'autres des années 30, mais enfin, plutôt 1930, n'est-ce pas? Mais enfin, bon, bref. En tout cas, il fait face. Dans son double rejet de T1 étoile et de T3 étoile, Leibniz soutient qu'on ne peut au présent vouloir à volonté, que l'on ne peut pas changer, vous vous rappelez cette expression très belle, on ne peut pas changer sa volonté sur le champ, mais que l'on peut, à force de temps, acquérir de quoi changer de volonté, acquérir les dispositions nécessaires pour vouloir autrement. Buridan, en un sens, ne dit pas autre chose, vous allez le voir, que Leibniz, mais il dit un peu plus, et même il le dit, je pense, mieux. Donc,
entendons-nous bien, hein, ce que nous allons dire de Buridan ne touche pas directement au statut de ce que j'avais appelé avec Chisholm le principe des possibilités alternatives, PAP. Hein. Il aurait pu choisir autrement. Hein. Et à la triple mise en crise de PAP, hein, du principe des possibilités alternatives, sur le terrain de la psychologie, sur le terrain de l'ontologie et sur le terrain de la logique. Cette triple mise en crise donc, du principe des possibilités alternatives, psychologie, ontologie, logique, que cette logique soit générale, la logique formelle, hein, que ce soit de la logique temporelle, hein, ou que ce soit de la logique modale. Dans ce que va nous dire Buridan, il ne sera pas question de savoir si, à l'instant T où je veux que P, hein, je puis à la fois vouloir que P et vouloir que non P. Hein, si à l'instant T où je veux P, je peux, à cet instant précis, vouloir que P et vouloir que non P. Avoir à l'instant T hein, deux vouloirs contraires. Il ne traite pas non plus la question de savoir si à l'instant T où je veux que P, je pourrais encore, en cet instant précis, vouloir ou aurait pu vouloir en cet instant précis que non P. Ce que dit Buridan n'est pas sans rapport avec ces questions, sinon je ne vous en parlerai pas, mais ce n'est pas directement sur ce terrain qu'il intervient. On verra des philosophes ou des théologiens qui interviennent directement sur ce terrain précis, hein, et ce sera le cas dans une séance prochaine, essentiellement avec Dunscott. Hein. Mais la question que traite Buridan n'est pas celle-ci exactement. Alors, quel est cet ensemble de questions, quel est son CQR? Alors, débarrassons-nous, pour le savoir, finissons-en avec Larne. C'est que Cervantes a une phrase, il dit Larne souffre la carga, mas no la sobrecarga. Il souffre de la charge et pas de la surcharge. Moi, je crains que ce ne soit l'inverse, là, en fait, sans vouloir m'opposer à Cervantes, mais bon, on en a assez vu avec Larne, il frise la surcharge, laissons-le, et tournons-nous vers l'animal familier de Buridan, le chien de Buridan. Donc, on va revenir aux questions que l'on a vues un peu, mais on va les voir maintenant avec les yeux d'un Buridan, disons, commentant la métaphysique et l'éthique d'Aristote. Alors, dans les questions sur la métaphysique, Buridan prend une position assez voisine de la définition d'un agent libre attaqué par Hobbes et défendu par Bramhall. Alors, voici B&B, qui n'est pas Bed and Breakfast, mais c'est Bramhall et Buridan. A free agent is that which, when all things are present that are needful to produce the effect, can nevertheless not produce it. Alors, ça c'est la position de Bramhall, et c'est de cette position que, dis-je, Buridan est proche. Alors, en admettant, dit Buridan, que soient posées toutes les conditions suffisantes qui sont requises, alors on a vraiment l'impression que c'est quasiment le même langage que celui de Bramhall. Hein. Bon, évidemment, ce n'est pas totalement surprenant, puisque Bramhall a lu les scolastiques et s'en est nourri, contrairement à Hobbes, qui les a lus quand même aussi. Hein, mais bon, enfin, l'un reprend le discours scolastique, l'autre le rejette. Mais bon. En tout cas, en admettant que sont posées toutes les conditions suffisantes qui sont requises pour que je veuille aller à droite, vieil exemple de Schopenhauer, hein, fait au début de l'année, il est possible que je ne le veuille pas. Bien plus, je peux vouloir aller à l'opposé, à savoir à gauche. Ce vouloir est en mon pouvoir. Aller à droite ou aller à gauche, cela dépend de ma volonté. Aucune raison ne me fera aller dans une direction plutôt que dans l'autre sans le concours de ma volonté. Même si une somme d'argent m'attend à droite
et à gauche des prunes, comme le traduit Christophe Grelard. C'est-à-dire probablement une petite somme d'argent, d'où la traduction par des prunes. Mais le texte latin, je m'arrête au passage, tiens, là-dessus que vous n'avez pas sous les yeux, le texte latin, pour ce que je viens de vous dire, là, je peux aller à droite et je peux aller à gauche, et que je peux me dire, bon, si je vais à gauche, j'aurai une belle somme d'argent, denarium. Si je vais à droite, j'aurai pas grand-chose, et même peut-être rien, des prunes. Bon, donc, est-ce que je vais aller à gauche où il y a de l'argent plutôt qu'à droite, nécessairement bon. Alors, le mot latin pour des prunes, n'est-ce pas, c'est pomum, P-O-M-U-M. Si vado ad sinistram, si je vais à gauche, lucrabor pomum, je veux dire, alors ça sera quoi ça? Alors, en fait, pomum, c'est le mot que vous avez dans la Vulgate latine pour le fruit défendu, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais on pourrait dire des pommes, quoi. Enfin, bon. Alors, qu'est-ce que le pomum? Un petit point d'histoire de l'exégèse plaisant, je pense. Selon les exégètes médiévaux, enfin un grand nombre d'exégètes médiévaux, le fameux fruit défendu, pomum, est un fruit mou. N'est-ce pas? Ce n'est pas une pomme, c'est un fruit mou. Et donc les exégètes qui ont un peu voyagé, disent c'est une figue. Parce que, effectivement, alors j'ai un exemple, dans le commentaire de la Genèse, paragraphe 97 de Maître Eckhart, célèbre dominicain allemand du XIVe siècle. Beaucoup pensent, écrit-il, à propos du fruit défendu, que le dit fruit n'était pas proprement une pomme au sens usuel, mais bien une figue. Puisque, donc c'est un Allemand qui parle, puisque bientôt, donc c'est un exégète en fait, sa connaissance du fruit défendu, il la trouve dans le passage qui suit. Puisque bientôt après qu'ils eurent commis leur péché, nos ancêtres, n'est-ce pas, voyant qu'ils sont nus, n'est-ce pas, cousirent des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. Ainsi qu'il est dit plus bas au chapitre 3e, comme s'il s'agissait de l'arbre le plus proche. N'est-ce pas ? D'où quelqu'un a pu dire, alors citation, ces adages dont on cherche indéfiniment l'origine, c'est par la figue que l'ennemi nous a blessés. Alors, l'ennemi, c'est le diable, n'est-ce pas ? L'atteste le vêtement cousu de feuilles de figuier. Donc, voilà pour le fruit mou. En tout cas, la thèse de Buridan, c'est que même si une grosse somme d'argent m'attend à droite et qu'à gauche m'attend une figue, n'est-ce pas, un fruit mou ou des prunes, ou rien, ce n'est pas pour cette raison que j'irai d'un côté ou de l'autre, à moins qu'un autre facteur déterminant n'y concourt, à savoir un acte de ma volonté. La simple représentation du meilleur bien accessible, n'est-ce pas, ne suffit pas. Donc, d'où une thèse claire, poser toutes les conditions requises que vous avez ici, sauf l'acte de vouloir, la volonté est suffisante pour produire un acte de vouloir aller à droite sans qu'autre chose y détermine, et de la même façon, elle est suffisante pour produire un acte de vouloir aller à gauche, et elle est suffisante pour choisir de ne produire aucun des deux actes, mais de les différer, de rester assis. Et pour cela, elle n'a besoin d'aucun autre déterminant qu'elle-même, sinon elle n'aurait pas plus de libre arbitre qu'un chien, le chien de Buridan. Donc, vouloir, VN, vouloir que ne pas, vouloir, ne pas vouloir, l'anglais de Bramhall, will, nil, forbear, les trois possibilités de Bramhall sont là. Cette attribution de compétence à la volonté,
vouloir que ne pas vouloir, c'est-à-dire s'abstenir, ça ne fait pas quand même une théorie complète de l'action. Et donc il en faut davantage que ces quelques remarques. Et elle ne signe pas davantage le ralliement de l'aristotélicien Buridan à une quelconque forme de volontarisme anti-intellectualiste. Le fait de dire il faut le concours de la volonté, bon, elle ne prend sens et portée réelle, cette déclaration de Buridan, qu'à s'articuler à une théorie du jugement. Et donc aussi à s'avancer, à s'exposer dans tous les sens du terme sur le terrain miné des condamnations de 1277. Alors, voilà maintenant plus précisément la manière dont Buridan traite les choses. Qu'est-ce qu'une action ? Une action, pour lui, s'analyse comme le résultat d'une double information, mise en forme, actualisation par une forme de l'âme, qui est répartie sur deux séries d'actes mentaux qui réalisent un double mouvement. L'âme se meut en vertu de deux mises en acte, de deux mises en forme, si je peux dire, de deux informations. Jugement, volition, puis exécution. Les questions sur l'éthique que nous allons suivre maintenant le disent clairement. Sicut anima informata judicio potest se movere ad volitionem, ita ipsa informata volitione potest se movere ad executionem. Vous voyez, il y a une double information, deux mises en forme de l'âme, deux informations, organisation de l'âme, successives. De même que l'âme informée par un jugement peut s'orienter vers une volition, de même, informée par une volition, elle peut se porter à l'action. D'abord, un jugement, ensuite une volition, et des deux découle une action. Voilà une thèse générale, la double information. La traduction de ce petit texte est donnée donc par Christophe Grelard, que je mentionnais tout à l'heure, dans le texte qui est indiqué ici, dans donc Croit-on comme on veut, encore un autre problème, le recueil de Laurent Jaffraud et le texte de Christophe Grelard, L'âne et les petites vieilles, psychologie de l'action et logique de l'assentiment chez Jean Buridan. Je ne commente pas ce titre qui n'est pas métaphorique, mais qui fait référence à un autre personnage de la discussion théologique médiévale, qui est le personnage de la petite vieille, qui est celle qui a le cœur pur et qui en sait plus par sa seule foi non érudite et non informée que la plupart des maîtres, et même que la quasi-totalité des maîtres, et même, allons-y, que tous les maîtres universitaires réunis, n'est-ce pas ? Donc c'est la petite vieille que la spiritualité franciscaine a mise au premier plan, dans certains cas, face au point de vue des maîtres. Il y a le discours du maître, il y a le discours de la petite vieille. Donc, bon, mais ça, on le laisse de côté. Donc, vous avez une double information. Alors, les actes intellectuels, s'il y a jugement, il y a activité intellectuelle. En quoi consiste-t-il ? D'abord, ce qu'on appelle une recta estimatio, une estimation droite, correcte, qui juge la fin de l'action, le but de l'action et le principe de l'action. Donc, c'est le premier stade, avoir un but. Ensuite, il y a le conseil, concilium. Le conseil, l'âme juge des moyens à mettre en œuvre pour obtenir cette fin. Elle juge des moyens, elle les juge, elle les estime. On dit la fin justifie les moyens. On va juger des moyens, de leur adéquation ou pas, et puis il y a un
acte, à ce moment mental, qui consiste à conclure, à terminer, mettre un terme à une délibération, donc, qui a articulé représentation de la fin et choix des moyens. Voilà, ça donc, estimation, conseil et décision, hein, bon, du sens. Les actes de la volonté qui vont s'articuler à ces actes de l'intellect. C'est le plaisir, complacentia, hein, ou le déplaisir, displacentia, pris, donc le plaisir ou le déplaisir, l'attrait ou la répugnance, hein, pris face à l'objet que propose le jugement de l'intellect. L'intellect, donc, qui a combiné par une estimation droite un certain nombre de buts, qui a mis sur le tapis un certain nombre de moyens pour obtenir, réaliser ce but. Maintenant, eh bien, tout aboutit à un jugement. Si tu veux ça, fais ça. Bon, et bien, la volonté va éprouver un attrait ou au contraire une absence d'attrait pour cet objet que lui propose l'intellect. Donc la vraie décision, l'élection, hein, dépend de cela. Elle dépend de tous ces facteurs. Estimation, conseil, plaisir, déplaisir, prix face à l'objet proposé par le jugement de l'intellect. La décision, on appelle ça l'élection, electio. Hein. L'électio peut revêtir 3 formes, dit Buridan. La première, c'est l'acceptation, acceptatio. La deuxième, c'est le rejet, refutatio. Et la troisième, c'est in suspenso manere, c'est demeurer en suspens. Donc vous voyez, on accepte, on refuse, on reste en suspens. Eh bien, c'est ni, hein, le ni, qui est toujours d'actualité, décidément, comme on le voit, d'un mois à l'autre, ce point de vue reste. Et en tout cas, nous reconnaissons là, alors pas dans le ni, hein, mais dans l'acceptation, le refus ou la suspension, on reconnaît où elle est, vouloir que ne pas, et ne pas vouloir. C'est notre trio. Hein. Enfin, et troisièmement, bon, dans cette séquence, il y a quand même l'action qui suit, une fois qu'on a choisi, hein, la faction, comme dit Buridan, proprement dite, qui est la mise en mouvement de l'être animé, hein, qui va tendre le bras, qui va marcher, bon, qui va faire quelque chose, hein, la motion des membres de l'être animé. Voilà ce qui résulte de tout cela. Donc la grande question est d'abord celle que nous pose la mesure de 1277, c'est de savoir si la volonté se porte nécessairement, ou plutôt est nécessairement portée sur ce que le jugement de l'intellect lui propose à titre d'objet. D'un mot, si la volonté est nécessitée par l'intellect. J'y reviens, c'est cela la question, c'est la seule question qui compte. Buridan y consacre la question 8 sur le livre 7 de l'éthique à Nicomaque, dont l'intitulé est « La volonté poursuit-elle nécessairement ce que la raison pratique a conclu au terme de sa délibération ». La volonté poursuit-elle nécessairement ce que la raison pratique a conclu au terme de sa délibération. Alors, parmi les arguments du Code non, hein, selon lesquels la volonté ne poursuit pas nécessairement ce que la raison pratique a conclu, parmi les arguments du Code non, nous trouvons l'argument de la liberté. Et l'argument est le suivant. Si c'était le cas, si la volonté poursuivait nécessairement ce que la raison pratique a conclu, eh bien la volonté ne serait pas absolument libre, simpliciter libera, elle ne serait pas domina sui actus, elle ne serait pas maîtresse de son acte, de ses actes. Et une allusion sans équivoque aux condamnations de 1277, on peut arguer sur ce plan per articulos parisienses pluries superius allegatos, par ces articles parisiens, par cette liste de condamnations que j'ai déjà plusieurs fois évoquée plus haut, dit-il.
Donc vous voyez, la référence est encore très claire à la liste. La position de Buridan lui-même, elle est éplée en 11 thèses, donc il a posé le problème. Maintenant, il donne sa réponse personnelle, puisqu'il commente. Il est bien obligé de prendre position. Dont plusieurs ont été établies dans des questions. Là, on est dans les questions sur le livre 7, et il dit « J'ai déjà traité en partie de ce qu'il fallait dans les questions sur le livre 3, donc allez y voir, et je ferai des références. » Bon, ça. Elle apporte un certain nombre de nuances, cette position de Buridan, à la position qu'on serait tenté de lui attribuer, mais qui n'est pas la sienne, et qui est celle qu'on appelle aujourd'hui, de nos jours, donc l'internalisme fort. Dont la maxime, si je puis dire, la définition très claire, très simple, est si un agent juge qu'il doit faire une action X et est libre et capable de faire X, il fera X. Si vous jugez que vous devez faire ceci, alors vous le ferez. Vous devez faire, vous en êtes capable. Ouais. Alors, les thèses de Buridan, maintenant, comparées à cet internalisme fort. Alors, vous avez une analyse très remarquable de tout cela par Fabienne Pironnet et Christine, mon Dieu, je ne sais plus, qu'elle me pardonne si elle m'entend, Tapelet, intitulé « Faiblesse de la raison ou faiblesse de volonté, peut-on choisir ?» dans Dialogue, paru en 2003. Voyons maintenant les thèses de Buridan. Enfin, à 11, mais je ne verrai qu'un petit nombre. Alors, commençons par 3 thèses de Buridan. La volonté n'est portée sur un objet que si l'intellect l'a jugé bon selon le concept commun du bien, du bon, donc ce qui est bon, ou l'une des 3 espèces du bon ou bien, que l'on définit classiquement comme ce qui est source de plaisir. Ce qui est source de plaisir est bon pour moi. Ce qui est utile est bon pour moi. Et ce qui est honorable, c'est-à-dire conforme à la morale, ou si vous préférez, digne d'estime. Elle n'est portée sur un objet que si l'intellect le juge bon. Deuxième thèse, la volonté ne peut se porter nécessairement sur ce qui a été jugé bon, donc il ne s'agit plus seulement de se porter sur, mais d'y être porté nécessairement, ce qui est notre problème philosophique. La volonté ne peut se porter nécessairement sur ce qui a été jugé bon si cela n'a pas été aussi jugé bon pour elle. Vous voyez, en vous présentant le bon ou bien, concept commun ou ses espèces, ce qui est source de plaisir, ce qui est utile, ce qui est honorable, j'ajoutais un mot à voix basse, pour moi. Mais j'anticipais déjà sur B2, sur Buridan 2. Parce qu'il ne s'agit pas simplement, si nécessitation de la volonté il doit y avoir, de juger que quelque chose est bon. Il faut juger que c'est bon pour moi. Sinon, ma volonté ne se portera pas nécessairement sur ce qui a été représenté comme bon. Bon, certes, mais bon pour moi. Bon, ensuite, B3, étant donné qu'il y a 3 actes de la volonté, le plaisir, l'acceptation et la motion, si l'on juge qu'une chose est bonne pour soi, pour soi-même, la volonté se portera nécessairement sur elle sous le rapport du plaisir. C'est le plaisir qui est le grand maître, en l'occurrence, ou le grand discriminant, le grand facteur de détermination. Comme on l'a vu dans le 3e livre, poser la distinction entre divers actes de volonté, en l'occurrence l'acte de plaisir, l'acte d'acceptation et l'acte de mouvoir les autres facultés pour poursuivre ce qui est accepté, il me semble qu'il faut dire que, étant donné ces 3 actes, si quelqu'un a jugé que telle chose était bonne pour lui, la volonté se porte nécessairement sur elle, sur cette chose, quant à, pour ce qui concerne l'acte de plaisir. Quod actum complacentiae, dit le latin, l'acte de plaisir, du plaisir attendu.
le nécessitarisme intellectualiste, comme on dit, l'internalisme fort, vaut pour le premier acte de la volonté, donc le plaisir. Le déterminisme ne résidant pas ici dans ce que la volonté serait nécessitée par l'objet, mais plutôt dans sa propre nature, qui est de rechercher ou de tendre vers le plaisir et de fuir le déplaisir. On pourrait évidemment repenser en ce sens à la proposition, à la fin de la proposition que j'avais mise en rouge, de 163, qui n'y est pas. Voilà, donc c'est là. La fin de la proposition 163 que j'avais mise en rouge et gardée en perspective. Cette nécessité n'est pas une contrainte, mais la nature de la volonté. Eh bien, c'est le point de vue qui est un peu représenté ici. La volonté n'est pas nécessitée par l'objet, elle est plutôt poussée par sa propre nature, qui est de rechercher le plaisir et de fuir le déplaisir. Et c'est cela qui fait qu'elle se laisse, en quelque sorte, dicter ce que lui, enfin, un comportement que suggère, qu'impose d'une certaine façon la représentation de l'objet par l'intellect. Donc l'internalisme fort vaut pour ce plaisir dont on a parlé pour B1. Au fond, on a ici ce qui est source de plaisir. Voilà ce qui compte. B3, la volonté se portera nécessairement sous le rapport du plaisir. Donc l'internalisme fort vaut pour le plaisir et le déplaisir. Il ne vaut pas, en revanche, comme tel, sans qualification ou restriction, pour le second acte de la volonté, qui est l'acceptation, comme on l'a vu dans le texte ici, l'acte d'acceptation. Si le jugement propose un objet qui n'est que partiellement bon, la volonté n'est pas nécessairement portée sur cet objet selon l'acte d'acceptation. Donc vous voyez, j'ai mis les conditions auxquelles doit satisfaire la situation pour qu'on ait nécessitation de la volonté. Alors, non, oui, on peut classer les choses en fonction de ceci. Si le jugement propose un objet qui n'est que partiellement bon, la volonté n'est pas nécessitée. La volonté n'est pas obligée de suivre. Si, bien que l'objet paraisse bon sous tout rapport, le jugement qu'il a proposé n'est pas certain, donc la volonté n'est pas obligée non plus, contrainte de suivre. Vous voyez, un objet qui n'est pas entièrement bon, ça c'est un défaut de l'objet. Ça paraît bien sous tout rapport, cet objet, sauf que le jugement qu'il propose n'est pas certain. Donc là, c'est un défaut du jugement. Dans ces deux cas, un objet qui n'est pas vraiment bon sous tout rapport et un autre qui le paraît, mais présenté dans un jugement qui n'a pas le degré de certitude requis, eh bien la volonté n'est pas obligée de suivre. Quand doit-elle suivre ? Là, c'est dans la 7e condition, d'où ces numérotations B4, B6, la B7. Si le jugement de l'intellect, la conclusion de la raison pratique, dit Buridan, quant à la parfaite bonté de l'objet proposé, est absolument certain. Si le jugement de l'intellect est absolument certain, quant à la conclusion de la raison pratique, alors on est obligé, la volonté suit nécessairement. L'expression la raison pratique vous surprend peut-être, vous dites mais c'est du Kant, non. Vous avez dans la question 8, rationem practicam, la ratio practica, la raison pratique est une vieille expression médiévale. Donc j'introduis le terme raison pratique parce qu'il figure
enfin les termes raison pratique, parce qu'ils figurent dans l'énoncé de la question 8, et parce que précisément c'est la différence entre savoir théorique et savoir pratique, et plus radicalement la différence entre les formes d'acceptation ou, comme on pourrait dire aussi, de consentement ou d'assentiment, qui caractérise d'un côté la science, la théorie, et de l'autre l'action, la praxis, l'éthique, la morale. D'un côté, vous avez la raison théorique, avec ce qu'on appellerait la connaissance scientifique, et de l'autre, vous avez la raison pratique, et c'est de la différence entre les deux qu'il s'agit bien ici. Il faut être attentif aux termes, aux expressions, au vocabulaire, aux concepts. Buridan nous dit que la volonté accepte nécessairement le bien que lui propose à titre de fin un jugement absolument certain. Un jugement absolument certain. Absolument certain. Certum omnino. Et il s'agit de faire, il ne s'agit pas de connaître, il s'agit d'agir, il ne s'agit pas de savoir. Il s'agit, en somme, de vivre. Que peut vouloir dire certain? Que peut vouloir dire jugement certain? Comment un jugement pourrait-il être absolument certain, et même certain tout court, dans le monde changeant, incertain, des affaires humaines, de notre vie? Buridan répond précisément en faisant appel au fondement de sa théorie de la connaissance. Et il explique qu'il y a deux sens à donner à l'expression jugement certain, qu'on peut entendre jugement certain de deux façons. Il y a, dit-il, deux modes d'acceptation, ce second mode de l'intellect. Après le plaisir, on dit l'acceptation, l'acte d'acceptation, mais il y en a deux. Il y a deux façons d'accepter dans le cas du jugement, parce que finalement, il y a deux domaines. Il y a le domaine de la raison théorique et le domaine de la raison pratique, et le mode d'acceptation n'est pas le même dans les deux. Distinguer, dit-il, deux jugements, deux formes de jugement. Le jugement scientifique qui porte sur quelque chose qui est vrai, et le jugement scientifique, ce qu'il caractérise, c'est précisément qu'il est vrai, car il a pour objet le vrai. C'est parce qu'il est vrai et qu'il porte sur du vrai qu'il est scientifique. Alors que, d'autre part, il y a une autre forme de certitude, qui est la croyance ferme. Et la croyance ferme, elle peut être vraie ou fausse. C'est ce que dit donc la suite du texte. Je n'entends pas ici par jugement certain la même chose que le jugement vrai et scientifique, mais la même chose que ce qui est cru fermement, toute hésitation étant exclue. C'est en effet ainsi, donc sur le mode de la croyance ferme excluant toute hésitation, c'est en effet ainsi qu'il arrive qu'une opinion vraie soit certaine, mais c'est ainsi aussi qu'il arrive qu'une opinion fausse soit certaine. Donc ce qui caractérise la croyance ferme, c'est ce qu'il y a dans cette magnifique petite phrase « omni exclusa formidine » qui, si on avait le temps, nous ferait voyager jusqu'à chez Avicenne, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas le temps. Cela dit, retenons que ce qui caractérise la croyance ferme, firmiter creditum, c'est l'exclusio formidinis, de la crainte, de la peur. Le sens de l'expression est de soi, c'est obvious, c'est l'absence d'hésitation, il n'y a pas à hésiter, mais il y a un sens plus technique, un sens propositionnel qui fonde ou explicite le sens obvi, c'est sine formidine ad oppositum, sans crainte de l'opposé. Sine formidine ad oppositum. C'est pour ça que je dis qu'on retournerait jusqu'à Avicenne, parce que l'expression vient lointainement de cela. Sans crainte de l'opposé, ça veut dire sans crainte que l'opposé, c'est-à-dire la proposition opposée, ne soit vraie. Voilà ce qui est repris par Buridan. Alors, on le sait depuis les études de Lambert-Marie de Reyck, les articles de Joël Biard en France, de Christophe Grelard, de Fabienne Pironnet, Buridan distingue deux choses dans la certitude de la scientia, de la science considérée comme vraie
savoir, comme savoir vrai. Du côté du connu, hein, la première condition, disons, hein, du côté du connu, c'est la stabilité d'une thèse inébranlable, hein, la proposition, parce que vrai est connu comme vrai. Ça, voilà qui va garantir du côté du connu la certitude, hein, de la science, considérée comme savoir vrai. Hein. Mais évidemment, ça ne suffit pas, il faut aussi, du côté du connaissant, il faut ce qu'on appellerait une attitude propositionnelle, de nos jours, une conviction inébranlable, exclusive de tout doute, sans crainte que la thèse opposée ne soit vraie elle aussi. Ou plutôt elle et pas ce que je crois moi. Formido, donc, la crainte, l'hésitation, hein, l'hésitation en vertu de la crainte. L'incertitude qu'on ne dit pas encore subjective, hein, voilà ce qui, à grands traits, distingue la science de l'opinion. Elle est ex parte nostra, elle est de notre côté, de notre part, comme on disait au XVIIe siècle pour traduire ex parte nostra. Dans le cas de la connaissance scientifique, le mode du consentement ou de l'assentiment, comme on dit, donné par l'intellect, est de notre part ferme, sans doute ni crainte de l'opposé. Dans le cas de l'opinion, en revanche, hein, l'assentiment est dubitatif, il est hésitant, il est craintif. On a toujours peur que ça ne soit pas vrai. Donc, vous voyez, bien sûr, il y a l'objet du savoir scientifique et de la croyance ferme qui est différent si on a affaire d'un côté à un savoir scientifique, de l'autre à une simple opinion, mais surtout, même du point de vue subjectif, comme on dirait, le mode d'adhésion, d'assentiment que nous donnons à ce qui nous est représenté dans la proposition ou dans le jugement plus exactement auquel nous sommes censés adhérer ou pas, eh bien, est tel que notre assentiment est flottant ou au contraire entier, ferme, clair et franc et massif, n'est-ce pas? Bon, donc la certitude requiert deux choses, c'est le texte que vous aviez sous les yeux, et on peut affiner un peu cela en disant que cet assentiment, ce consentement, qui ne figure pas dans les questions sur l'éthique où il est question d'acceptatio, mais c'est la même chose que l'assensus. Cette assensus, cette théorie de l'assentiment, elle est appelée à un formidable avenir, hein, puisqu'elle court du Moyen-Âge jusqu'à la modernité. Vous la retrouvez chez Descartes, la théorie de l'assentiment, vous la retrouvez chez Brentano, de glorieuse mémoire, et elle est riche d'un nom moins formidable passé, qui va en fait d'Alexandre d'Aphrodise à Augustin, et sans oublier le stoïcisme, et donc cette théorie et bien d'autres, hein. Enfin, en tout cas, cette théorie de l'assentiment, elle est bien présente dans les questions sur l'éthique, et notamment celle sur le livre 7. Et là, c'est le dernier texte un peu compliqué qu'il faut que nous regardions et que nous ayons en mémoire. Notre intellect ayant formé en lui une proposition peut se rapporter au jugement quant à sa vérité. Donc, vous représentez une proposition, vous formez en votre esprit une proposition, puis vous jugez de la vérité ou de la fausseté de cette proposition. Donc, il y a 4 façons, du point de vue de la vérité de la proposition, de se rapporter à la dite proposition. C'est pour ça que je parlais d'attitude propositionnelle, qui est le terme qu'on utilise aujourd'hui, hein, pour précisément décrire cela. Alors, 4 possibilités. Premièrement, d'une façon telle qu'il manque de raison, d'argument ou d'apparence pour l'un et l'autre parti. Donc, notre intellect, ma foi, n'a pas vraiment de quoi se prononcer, si je puis dire, comme ce serait le cas du problème de savoir si les astres sont en nombre pair.
Deuxièmement, d'une façon telle qu'il ait des raisons probables pour l'un et l'autre parti, mais pas assez fortes pour le déterminer en faveur de l'un ou de l'autre, comme ce serait le cas du problème qui, j'en suis sûr, vous travaille et à partir du moment où il est posé là au tableau, ne cessera plus de vous hanter, le problème de savoir si les formes substantielles des éléments subsistent dans le mixte, dans un mélange. Question débattue de façon extraordinaire au XIVe siècle, hein, et qui oppose les avéroïstes, enfin tout le monde à tout le monde. Bon, je passe. Troisième, alors tout le monde a des raisons probables pour dire oui, non, mais aucune n'est assez forte pour que le jugement, en quelque sorte, soit contraint. Troisièmement, d'une façon telle que par des arguments concluants pour un parti, il soit déterminé un jugement en sa faveur, mais pas sans crainte que l'opposé ne soit vrai. On a de bonnes raisons d'aller dans le sens A, mais un doute subsiste. On n'est pas tranquille. Quatrièmement, d'une façon telle que l'intellect soit tout entier déterminé à un parti, toute crainte étant éloignée. Voilà les 4 possibilités. Donc, indécidabilité, on ne peut pas trancher. Indécision, hésitation, évidence. On a 4 cas. 4 situations où l'assentiment suit toujours. C'est le 4e cas. L'intellect est déterminé, toute crainte étant éloignée. Situation où l'assentiment ne suit jamais. Dans le premier cas. Situation où l'assentiment pourrait éventuellement suivre, dans le deuxième, ou suit généralement dans le troisième, mais on n'est pas tranquille. Donc, suit toujours, suit jamais, pourrait éventuellement suivre, et dans le troisième cas, suit généralement. Bon, le deuxième et le troisième cas sont ceux qui concernent l'agent. Indécision, hésitation, indécision qu'on dirait aujourd'hui objective et hésitation qu'on dirait aujourd'hui subjective. Eh bien, les deux ont en commun que l'on peut, le cas échéant, et si on le veut, eh bien, tenter d'arranger les choses. On peut tenter de minorer, de diminuer, d'affaiblir la force du jugement, optant pour X plutôt que pour Y ou non X. On peut tenter de renverser, de faire basculer le jugement en faveur de X en apportant des contre-arguments, de nouveaux exemples, de nouveaux contre-exemples. On ne dira donc jamais assez. La maxime de l'intellectualiste à la Buridan, du supposé nécessitariste aristotélicien partisan de l'internalisme fort, atténué ou pas, est celle du Quixote, indûment attribuée à François Mitterrand, dar tiempo al tiempo, donner du temps au temps. Alors là, il s'agit de donner du temps à l'intellect. Nous savons tous où est notre devoir. J'ai fait ce que j'ai dû, je fais ce que je dois. Ainsi parle Rodrigue à Chimène, d'un devoir l'autre, n'est-ce pas, dans notre mémoire de lycéen, une fois qu'il s'est acquitté de ce qu'il devait au père. Je t'ai fait d'une offense et j'ai dû m'y porter pour effacer ma honte et pour te mériter. Mais quitte envers l'honneur et quitte envers mon père, c'est maintenant à toi que je viens satisfaire, c'est pour t'offrir mon sang qu'en ce lieu tu me vois, j'ai fait ce que j'ai dû, je fais ce que je dois. Bon, beau quand même. Alors, mais s'il y a un doute, eh bien, la solution existe, alors ce n'est pas celle du Cid, mais surseoir, suspendre, différer, remettre, Faubert. Le nécessitarisme de Buridan n'est pas un nécessitarisme absolu. Son intellectualisme strict, comme on dit, eh bien, n'est pas si strict qu'il y paraît. Il est seulement
comme l'écrivent bien justement Tapelet et Pironnet, il est quasi nécessaire, hein, il y va du quasi nécessaire, pas du nécessaire absolu, du quasi nécessaire. Un doute existe, eh bien, cela signifie seulement que l'intellect reconnaît ses limites et le dit, hein, et que dès lors, la volonté, eh bien, la volonté exige de lui un supplément d'enquête. L'intellect reconnaît ses limites, la volonté, au lieu de suivre bêtement, dit, eh bien alors, travaille, mon vieux, n'est-ce pas, supplément d'enquête. Prendre du temps pour délibérer plus, hein, pour délibérer mieux, et revenir avec un objet vraiment éligible. Donc, quasi nécessaire parce que encore en délibéré. Tant que c'est en délibéré, bon, ben, la volonté dit, je ne suis pas. Et c'est en délibéré le temps qu'il faudra. Quasi nécessaire, hein, parce que lorsque l'intellect lui propose un jugement non absolu, la volonté peut toujours suspendre sa décision d'agir et ordonner à l'intellect, à la suggestion de celui-ci, vous voyez, il y a une espèce de cercle parfait qui fait l'homme, hein, de continuer sa délibération. Donc là, si on veut parler en isme, n'est-ce pas, il faut arbitrer entre nécessitarisme intellectualiste absolu et volontarisme radical. Voilà. C'est ça le problème. Bon, la théorie buridanienne de l'assentiment, de la suspension de l'assentiment, prend rang dans une longue histoire donc, qui va au-delà d'un simple probabilisme moral. Buridan flirte avec le nécessitarisme absolu, donc aussi avec la censure, hein, liaison fatale, cela expliquant ceci, mais la volonté ne peut pas tout pour lui. Une autodétermination complète de la volonté, un volontarisme radical, pour ne pas dire juvénal, n'est-ce pas, hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas, je le veux, je l'ordonne, que ma volonté tienne lieu de raison, eh bien c'est difficile à imaginer, et ça n'est certes pas ce qu'imagine Buridan, une volonté sans intellect ou au-dessus de l'intellect, une volonté toute puissante, hein, une volonté sans frein, une volonté face à l'intellect engagé dans une espèce de bras de fer hors sol avec l'intellect n'est pas plus vraisemblable. Hein. Donc le volontarisme absolu est une espèce d'affrontement que j'appelle hors sol, c'est-à-dire sans précision conceptuelle. Cette fiction ne tient pas, c'est cette fiction qu'il va falloir balayer, celle du conflit de l'intellect et de la volonté comme ça suspendue, indi eh bien c'est cette fiction qu'il va falloir donc balayer, et c'est ce que nous ferons la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention.